bienvenue dans l'Africa Newsroom. Dans cette semaine spéciale syndicale, le dossier du jour sera consacré au syndicalisme étudiant. Au sommaire également de cette émission, quelle solution pour une sortie de crise en Libye? En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a été blanchi. Il n'est plus soupçonné d'avoir utilisé l'argent du contribuable pour agrandir sa villa. Et la communauté d'Afrique de l'Est demande le report des élections burundaise d'un mois et demi. Et enfin, nous verrons que malgré la bonne récolte du coton, la filière cotonnière au Togo est confrontée à de nombreux problèmes. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité est directeur du département de mathématiques à l'université de Constantine et professeur de mathématiques à cette même université, Foued Rahmani. Monsieur Rahmani, bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour. Et nos éditorialistes, Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver toujours sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Plongées dans une impasse politique, les autorités libyennes multiplient les actions pour une sortie de crise. Les Libyens, quant à eux, espèrent que la mise en place du Conseil représentatif ce 28 mai au Caire pourra ramener la paix dans le pays. Le point sur cette crise qui fragilise la Libye depuis plus de 3 ans maintenant avec ce sujet d'Idlet Mirabel Bissou. La Libye en proie à une crise politique depuis près de 4 ans. C'est toujours la course au pouvoir entre 2 gouvernements et parlements alliés à des factions armées. Pourtant, les autorités multiplient les rencontres pour un retour à la paix. Depuis janvier 2015, les partis en conflit organisent des conclaves pour une sortie de crise. Le dernier en date est celui du 28 mai 2015 en Égypte. Nous sommes là dans une situation évidemment très grave et très dangereuse pour les Libyens eux-mêmes. La solution, je ne sais pas d'où elle vient ou d'elle soit. En tout état de cause, le conclave du Caire est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il regroupe les anciens amis de Kadhafi, donc les tribus ayant soutenu Kadhafi, le gouvernement légitime de Tobrouk, issu des élections donc et du Parlement donc élu de Tobrouk. Et donc ce conclave-là, soutenu de mon point de vue de plus en plus et fortement par l'armée libyenne, par le gouvernement libyen, peut donner un espoir. Il ne faut pas se voiler la face. Plus d'une centaine de représentants de tribus libyens se sont mis d'accord à l'issue de la réunion de 4 jours au Caire pour former un conseil représentatif. L'objectif est de fédérer leurs efforts afin de trouver une solution à la crise libyenne. Et la seule solution valable maintenant, il faut armer l'armée libyenne, il faut construire une armée nationale qui peut combattre toutes sortes de milices, soit des milices tribales, soit des milices terroristes. Les conséquences de la crise politique en Libye, 4 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, affectent l'économie nationale. Le pays a enregistré la chute du prix de pétrole. Les Libyens quittent leur pays à la recherche d'un lendemain meilleur. Les populations espèrent que les différents conclaves permettront de sortir la Libye de l'impasse politique qu'elle traverse depuis 2011. Alfred, cette réunion avec les chefs tribaux libyens a été initiée par l'Égypte puisque le Caire a peur que cette crise libyenne s'exporte en Égypte. Est-ce que c'est une inquiétude qui est justifiée ? C'est une inquiétude qui est tout à fait légitime puisque on voit depuis 2011 et puis d'abord ça a été circonscrit au niveau de la Libye et de l'éclatement du pays, mais on a vu proliférer justement des mouvements partis de Libye vers les autres pays africains qui essaient de déstabiliser la Tunisie, l'Algérie, qui essaient de riposter, et puis l'Afrique occidentale, le Mali, le Niger, etc. Et au fond, on voit aujourd'hui s'engouffrer dans les brèches qui sont laissées par les 2 gouvernements et la séparation. Daesh, aujourd'hui, s'engouffre là-dedans, commet des attentats. Et donc, effectivement, il y a intérêt à régler cette crise-là par tous les moyens, le dialogue, la discussion politique, parce que par les armes, on n'y arrivera pas. Et donc, effectivement, en s'appuyant sur les chefs des tribus, mais aussi sur les leaders politiques qui sont en train de se battre, essayer de faire que l'esprit républicain revienne et que, justement, le sentiment d'appartenance à un seul et même pays puisse, justement, être ravivé. Alors, c'est bien que l'Égypte organise la chose, mais moi, je pense, effectivement, que l'Union du Maghreb arabe aussi peut faire ce travail, tout comme l'Union africaine, c'est-à-dire que tous les Africains se mettent autour de la table, puisque, bon, c'est un pays africain,
qui est à volo depuis 2011, que non, pour trouver une solution politique à cette crise qui est, à mon avis, politique fondamentalement. Monsieur Ramani, est-ce qu'une intervention militaire aujourd'hui est nécessaire ou l'issue diplomatique est encore envisageable? Je crois que l'issue militaire est déjà un peu dépassée. Parce que qui va-t-on combattre finalement dans cette Libye? Il y a deux clans, Tobrouk et Tripoli. Ces deux clans ne se mettent pas d'accord parce que peut-être déjà il y a une multitude de milices totalement non maîtrisables. Et à cela, il faut rajouter Daesh. Il faut rajouter ce soi-disant État islamique qui est en train de tout fausser. Daesh révélé en Irak, grandi en Syrie, exporté vers la Libye, et puis tous les États de la région qui demandent cette intervention militaire. Ils la demandent tout simplement parce qu'ils ont peur de Daesh. Ils ont peur que Daesh soit transfrontalier, c'est-à-dire qu'il soit exporté vers le Mali, vers le Niger, vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers l'Égypte. Et donc tout le monde demande tout simplement l'intervention militaire, mais ne va-t-elle pas faire tout simplement le jeu de Daesh, cette intervention militaire ? Alors, il faut peut-être les deux. Ça veut dire tout simplement, pour moi, je crois qu'il faut faire plus d'efforts pour trouver la solution. Elle n'est pas qu'uniquement politique. Elle doit être à la fois politique. Elle doit être militaire. Elle doit être repensée. Qui sont ces groupes militaires? Qui sont Daesh? Qui aide en ce moment Daesh? N'y a-t-il pas beaucoup d'Arabes qui les aident? N'y a-t-il pas beaucoup d'autres Africains qui les aident? N'y a-t-il pas la Turquie qui l'aide? N'y a-t-il pas d'autres pays qu'on ne peut nommer qui ont créé Daesh et qui continuent à nous faire peur avec Daesh? Je crois qu'il faut faire plus d'efforts. L'Algérie a besoin de faire plus d'efforts. La Tunisie, l'Égypte, cela ne suffit plus. C'est déjà dépassé. Je crois que nous sommes en retard. Gémal, vous êtes d'accord avec Monsieur Ramani, il y a une carence au niveau des pays arabes et même des pays africains dans l'aide attribuée à la Libye? Non, il n'y a pas de carence. Il y a une difficulté évidemment réelle, matérielle, de s'impliquer. Il n'y a pas de démission, par exemple, de l'Égypte. Pas du tout. C'est un pays qui est très impliqué. Quand vous mettez les uns et les autres, tout le monde sur le même pied d'égalité, vous n'êtes pas très juste avec le gouvernement de Tobrouk. Il représente, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement légitime de Libye. Il représente celui qui est issu du Parlement élu. Élu dans les conditions, certes, assez minimales, mais élu quand même. Après tout, la légitimité aussi est tirée de là. Et donc, le gouvernement de Tobrouk est le gouvernement seul aujourd'hui reconnu par la communauté internationale comme tel. Après se pose la question donc de la situation aujourd'hui libyenne. Vous avez raison de parler de Daesh. Je pense qu'on exagère un peu son rôle à titre personnel. Ça ne veut pas dire que demain il ne sera pas grand. Je pense qu'il n'est pas aujourd'hui au niveau qu'on veut bien lui donner. En tout cas, celui de la Syrie et de l'Irak. Et d'ailleurs, ils ont pris l'aéroport de Sirte. Non, mais sans doute. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'il y a les autres aussi avec eux. Et de toute façon, la situation syrienne et irakienne sont singulièrement différentes. En tout état de cause, je pense que la solution se trouve d'abord, de mon point de vue, dans ce que l'Égypte apportera comme solution. Et puis, j'aurais fini, il y a 2 millions de réfugiés, on ne peut pas faire la paix sans eux. Et in fine, il va falloir se poser une question. Les tribus qui ont été favorables à Kadhafi, ne faut-il pas les intégrer là encore? C'est une question qui se posera. En Afrique du Sud, Jacob Zuma blanchi par le rapport du ministre dans la police dans l'affaire de la résidence de Nkandla, accusé d'avoir illégalement utilisé l'argent du contribuable pour agrandir sa villa. Le président sud-africain, finalement, était innocenté ce 28 mai 2015 par le ministre de la police qu'il a lui-même nommé. Depuis, les réactions se multiplient et créent bien évidemment les débats. Idlatimir Abelbissou. En Afrique du Sud, le président de la République, Jacob Zuma, a été blanchi le 28 mai 2015. Il était accusé d'avoir bénéficié illégalement des frais du contribuable pour les travaux de sa résidence privée de Nkandla. Selon le rapport du ministre de la Police, le président ne doit rien aux contribuables sud-africains. Et donc nous avons 2 situations contradictoires, 2 enquêtes administratives, l'une qui tend à blanchir le président Zuma, l'autre qui tend évidemment à aggraver, ou a tendu plutôt à aggraver sa situation. Et donc on peut naturellement se poser la question. On ne peut avoir des réponses définitives, claires, évidentes, car que le jour où on aura une enquête dirigée par un juge indépendant. Même si les conclusions du ministre de la Police blanchissent le président Jacob Zuma, la médiatrice de la République estime que le rapport de la police a des limites et appelle au respect de la Constitution. Mais ce qui se pose, c'est le contrôle demain, futur, de l'ANC.
On sait très bien que celui qui contrôlera l'ANC contrôlera la situation politique et deviendra très vraisemblablement le futur président. Et donc, l'enjeu est celui-là. Il est bien entendu que cette situation aujourd'hui lui donne de l'oxygène. Nous verrons dans les semaines à venir si cet oxygène va devenir une situation plus confortable ou alors un repli jusqu'à une prochaine tempête. En tout état de cause, le président Zuma vient un deuxième mandat. Nous sommes à la veille d'un congrès important de l'ANC qui va avoir donc la désignation d'un nouveau président et donc une nouvelle bataille électorale. Et cela, bien entendu, se jouera là-dessus. Selon la constitution sud-africaine, le président Jacob Zuma ne pourra pas briguer un troisième mandat. Le soutien du prix Nobel Desmond Tutu à la médiatrice de la République dans l'affaire de la résidence du président relance le débat. Monsieur Ramani, est-ce que ça vous a étonné que la justice blanchisse le président Jacob Zuma? Enfin, pas du tout. En réalité, pas du tout. Et à la rigueur, je ne leur donne pas raison. Mais j'ai l'impression que M. Jacob Zuma a réagi avec une légitimité historique qui lui a donné le pouvoir de dépenser 18 millions pour la sécurité de cette villa, ce que probablement les autres ont accepté. Mais je ne sais pas, c'est très difficile, c'est amoral, mais M. Zuma aurait dû faire comme les éléphants. Il aurait dû se retirer dignement et laisser les autres. Ne pas faire de confusion entre le privé et le public. Il a fait suffisamment, il aurait dû rester. Il est un grand monsieur. Je suppose que pour beaucoup de Sud-Africains, il restera un grand monsieur, quel que soit même si cet événement a tenté de le salir un peu. Hein. Voilà, c'est tout. On ne peut pas rajouter plus pour M. Jacob Zuma. Alfred, vous n'avez pas un peu l'impression qu'on se moque des Sud-Africains dans cette histoire? On a quand même tenté de justifier ces 18 millions pour la sécurité de la villa du président. Et par exemple, ils ont justifié la piscine parce qu'il n'y avait pas assez de pression dans la région. Et l'amphithéâtre pour sécuriser... Oui, mais ça c'est mais vraiment alors une plaisanterie de très mauvais goût. De très, très mauvais goût. Moi, je fais partie de ceux qui croyaient beaucoup en Jacob Zuma. Thabo Mbeki, moi, il me paraissait un peu psychorigide, hein, comme technocrate, etc. Mais sauf que depuis que Jacob Zuma est arrivé au pouvoir, il conduit l'Afrique du Sud au désastre, à la catastrophe. L'exemple de cette villa-là est le plus flagrant de la gabegie, de la mauvaise foi de Jacob Zuma et même de ses soutiens, même... celui qui vient de l'innocenté, qui a mené l'enquête, alors qu'il y a un rapport qui a prouvé effectivement qu'il y avait là pas matière justement à dépenser 18 millions, quand on sait qu'on va tout juste à côté, il y a les townships, c'est que les gens s'entretuent parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas des sanitaires et tout ça. C'est absolument choquant. D'ailleurs, la réaction de Monseigneur Desmond Tutu va dans ce sens-là pour dire qu'il y a une forme d'indécence qu'un homme qui s'est fait de lui-même, qui est sorti et qui a la légitimité historique naturellement, se soit comporté de cette manière-là, alors que quand on voit de l'autre côté Nelson Mandela, c'est vraiment le modèle même du comportement politique digne. Gemal, cela ne vous choque pas, ces 18 millions d'euros utilisés pour la sécurité de la villa du président Jacob Zuma? Le chiffre de 18 millions est absolument choquant. Et je comprends tout à fait que tout le monde soit choqué par 18 millions de ces niveaux-là, pour d'ailleurs une villa quelle qu'elle soit. Mais... ça, je le comprends tout à fait. Sauf qu'il y a deux enquêtes. Il y a une enquête donc, qui est menée par la médiatrice, et il y a une enquête qui est menée par la police. C'est-à-dire que toutes deux des enquêtes administratives. Nous n'avons pas là un juge indépendant ni un enquêteur soi-disant indépendant capable de donner une situation nouvelle. Je pense que ni l'un ni l'autre, ici sur ce plateau, nous disposons d'éléments suffisamment importants pour que nous ayons donc une précision sur l'analyse. Donc nous faisons une analyse générale, globale, sur des situations que nous ne maîtrisons pas. En tout état de cause, quand je lis les deux rapports, et je les ai lus tous les deux, il y a matière à raconter dans l'un et dans l'autre. Même si des choses peuvent paraître, et je le comprends tout à fait dans le rapport de la police, plutôt léger, il y a des éléments qu'on peut évidemment écouter, qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. Il y a des éléments aussi dans le rapport de la médiatrice qui est évidemment choquant, et je le comprends tout à fait. J'ai du mal personnellement à me faire une opinion beaucoup plus précise. J'ai du mal en même temps de penser que quelqu'un comme Jacob Zuma de ces niveaux-là, parce qu'apparemment il n'y a pas d'enrichissement personnel, il y a des travaux dans une villa. Et donc tout
porte à croire. Est-ce qu'il y a détournement, est-ce qu'il y a enrichissement personnel, situation ou pas? Et donc ce sont ces éléments-là dont nous ne disposons pas, et je ne suis bien entendu pas capable, à mon niveau, de donner une analyse précise sur ces questions-là. Alfred? Je ne suis pas d'accord avec l'indulgence de Gemal vis-à-vis de Jacob Zuma. J'en étais sûr. Pas du tout vraiment, hein. Parce que effectivement, quand on voit, d'ailleurs, comment un personnage tel que Julius Malema peut émerger justement, parce qu'il y a ces manquements, alors qu'il était le leader de la jeunesse justement de l'ANC derrière Jacob Zuma. Que Monseigneur Desmond Tutu réagisse aussi à cela, ça signifie effectivement qu'il y a un problème là-dessus très sérieux. Permettez-moi juste de préciser que alors très rapidement, Gemal. Je n'ai pas d'indulgence, j'ai juste dit que je ne disposais pas d'éléments, mais que le chiffre des 8 millions me choque aussi. Cela Très dit, bien. je n'ai pas d'éléments, donc il n'y a pas d'indulgence. Monsieur Ramani, très rapidement également. C'est sa propre villa, hein. Oui, Ce oui. n'est pas une villa qu'il rendra ensuite à l'État. Donc je trouve ça totalement amoral. Et on terminera sur ça, monsieur Ramani. Merci, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.